Salut à tous, c'est Pat pour Speedforming et on est parti pour l'épisode 7 de ma série League du Field sur la deuxième partie du post-flop. Et donc aujourd'hui, on va étudier des spots au flop, à la turn, et essayer de comprendre quelles erreurs font le field. Donc, qu'est-ce que vous allez prendre un peu dans cette vidéo? On va essayer d'étudier des spots au flop d'un point de vue GTO. On va pas étudier. Si, on va regarder un peu ce que ça donne d'un point de vue GTO et on va surtout se poser la question qu'est-ce que le field fait de mal et donc comment est-ce que vous devez dévier un peu de ça et comment est-ce que vous devez exploiter ces petites erreurs que font le field pour réussir à gagner de l'argent. Et donc, on va essayer de parler à la fois de ligues généraux, mais en prenant plutôt des spots spécifiques au flop à la turn. Allez, c'est parti. Ok, du coup, premier spot, on est au flop en heads up et on voit un spot sur valet 6-3. Donc j'ai mis un spot assez standard en spin and go, il me semble 10, j'ai dû mettre 10 blindes, 10 blindes deep, il me semble, peut-être 12. Euh, et alors, oui, c'est 10 blindes deep, pardon, puisqu'on peut faire un all-in à 9 blindes, donc on est 10 blindes deep au flop. Et dans un premier temps, on va regarder qu'est-ce que nous propose la GTO sur ce flop-là. Donc en gros, c'est comment est-ce qu'on devrait jouer si on jouait GTO. Évidemment, personne n'a envie de jouer GTO, mais c'est simplement grâce, en étudiant cette stratégie, qu'on peut comprendre quelles sont les erreurs du feed. Et je vous mets à droite ce que je pense que sont les erreurs. Premièrement, regardons un peu la fréquence. On est à environ 48% de ces bêtes. Chose intéressante ici, c'est que vraiment, là, quand on parle du fil depuis le début de ma série de vidéos, je parle plutôt de joueurs récréatifs. Euh, les erreurs du fil de joueurs réguliers, les erreurs réguliers font aussi beaucoup d'erreurs, mais elles sont souvent assez différentes. Et par exemple, là, on peut noter une assez grosse différence. C'est que ici, en termes de fréquence, les joueurs créatifs vont plutôt avoir une fréquence un peu trop faible. 48% de ces bêtes, ils seront un peu en dessous de ça d'une manière générale, je pense, sur ce type de board. S'il n'y a pas d'IBB, que vient ce flop-là, je pense qu'il check un peu plus que 52%. Pas énormément plus, mais un peu plus, je pense, en moyenne. On peut, voilà, le field fait une erreur de ne pas assez être agressif et de pas assez ses bêtes. On peut cependant noter que le field de reg va faire une erreur qui est limite encore plus grosse, c'est qu'ils vont avoir beaucoup trop de ces bêtes. Plutôt que d'avoir 48% de ces bêtes, ici, pas mal de règles vont tourner aux alentours des 65, 70, 80, voire 85% pour certains réguliers. Est-ce que c'est une erreur? Pas forcément. C'est une déviation par rapport à la GTO. Et il se trouve qu'en fait, c'est une bonne déviation. On le verra tout à l'heure quand on étudiera les tendances en grosse blinde. Mais il se trouve que comme la grosse blinde fait des erreurs, c'est bête un peu plus que ce qui devrait être fait. En fait, c'est plutôt une bonne déviation. Cependant, comme vous le savez, et comme j'ai pu l'expliquer dans toutes les vidéos précédentes, toute déviation par rapport à la GTO, ça peut être un exploit, mais c'est potentiellement une erreur qui peut être exploitée. Donc là, sur ce genre de board, Olympé, il y a vraiment moyen d'énormément exploiter les réguliers sur ce genre de board. Mais revenons à nos moutons, on va plutôt parler, nous, de joueurs récréatifs. Et donc, j'ai dit que les joueurs récréatifs, je pense qu'ils ne bêtent pas assez. Regardons, mais par contre, même s'ils ne bêtent pas assez, ça ne veut pas dire qu'il faudrait juste qu'ils augmentent la fréquence pour pouvoir avoir une stratégie correcte. Il y a aussi beaucoup d'erreurs en termes de composition de range. Regardons un petit peu comment est composée la range. Donc, je vous ai mis ici, où on peut voir que, donc je vous explique vite fait comment lire ce tableau ici. Donc, les brelans, il est noté qu'il y a 6 brelans, donc vous pouvez voir à peu près que 6 brelans parmi toutes les mains qu'on a. Alors, on a quoi? On a 392 combos
392 combos de check et 309 combos. Donc, ouais, en gros, on peut dire qu'on a un peu plus de 700 combos en tout. Et il n'y en a que 6 qui sont des brelans. Donc, évidemment, brelan, il y en a très peu. Donc, c'est pas très intéressant de regarder ça. Pardon. Par contre, on a 20 combos de paires, donc voilà, ça commence à être, ça commence à aller un peu plus, 94 combos de top paires, etc. La composition de la range, donc voilà, ça veut dire que 0,8% de notre range, ça correspond à des brelans, 12,5% de notre range, ça correspond à des top paires. Et ce qu'il faut regarder ensuite, c'est quelle est la stratégie avec ces différents types de mains. On peut par exemple voir que d'une manière générale, avec les brelans, donc les brelans, ça va être les brelans de valet, les brelans de 6 et brelans de 3, mais il y a pas brelan de 3 parce que préflop, il est pas limpé. On peut voir que la GTO préconise de plutôt check. Donc on voit, il y a principalement du check, quelques bêtes avec paire de valet, et donc c'est comme ça qu'il faut regarder. Je vous propose de regarder ensemble un peu avec nos différents types de mains, qu'est-ce qui va être plutôt préconisé d'un point de vue GTO. Et on peut voir que donc avec deux paires, beaucoup de bêtes, ça je pense que le field globalement va le faire. Avec une overpair ou une top pair, donc les overpairs ça va être les paires de rois, etc. Beaucoup de bêtes, je pense que le field va également assez souvent bête, même s'ils peuvent se plaire un peu. Euh, Globalement ça va pas mal bête. Maintenant, comment va être joué under pair, donc là under pair c'est entre le valet et le 6, des paires des 7, etc. Ou des secondes paires et des troisièmes paires. Et on voit que là, on commence à avoir pas mal de checks. Seconde paire, il y a à peu près la moitié euh, de mise. Et troisième paire, c'est 70% de check, je dirais, quelque chose comme ça. Comment sont joués les hauteurs As et les hauteurs Roi Plutôt check également dans leur grande majorité. Je pense que, je pense que le fil peut faire plusieurs erreurs. Euh, je pense que le fil va avoir tendance à un peu trop bête quand ils ont quelque chose, c'est-à-dire une top paire, au final c'est pas une erreur. Par contre, même quand ils ont une seconde paire ou une troisième paire, je pense qu'ils vont avoir tendance à bête. Énormément de 6x, de 3x ici qui vont être bêtes. Et quand on voit que là, il y a 70% des 3x qui sont plutôt check par la GTO, je pense clairement que la plupart des joueurs récréatifs, ils ont un petit quelque chose, ils vont vouloir bet. Ils peuvent également avoir envie de bet avec des hauteurs rois. Ils aiment bien leur main, mais leur main est un peu faible, si un roi 8 ou un roi 9. Ils vont avoir tendance à vouloir miser pour prendre le coup. Et ça, c'est généralement une erreur, parce que s'ils se font payer, bah, soit l'adversaire a mieux, et à ce moment-là, ils vont miser contre mieux, et c'est pas très intéressant. Soit l'adversaire a moins bien, mais probablement qu'il va bluffer à la fin, donc il va battre. Et si l'adversaire fold, c'est qu'il avait probablement moins bien que roi 9, et à ce moment-là, bah, folder une main moins bien, c'est pas très intéressant. Et donc, clairement, ici, des hauteurs roi, des hauteurs as, des troisièmes paires, c'est le type de main où, quand on mise, on n'accomplit pas grand-chose, on va pas beaucoup value moins bien, on va pas vraiment faire folder mieux, et c'est énormément de checks, et là, je pense qu'il y a des erreurs. Également, avec les R, comment sont joués les draws. On peut voir ici donc, ce qui est appelé OESD, c'est Open-Ended Straight Draw, donc tirage par les deux bouts, et Gutshot. Et on peut voir que, par exemple, les tirages par les deux bouts sont pas beaucoup misés, alors que les Gutshots sont un peu plus misés, mais c'est quand même globalement assez souvent check. Et ça, je pense que le film va avoir tendance à faire un peu le contraire au final, à miser davantage un 5 et 4 off, un 6 et 4 off par exemple. Euh, Alors qu'en fait, ce sont des mains qui, globalement, il y a une chose qu'il faut toujours vous poser la question quand vous avez envie de ces bêtes, c'est si jamais je me fais check raise, qu'est-ce que je fais? Et à une profondeur de 10 blindes, quand vous êtes sur valet c3 et que vous avez 5 et 4, si vous misez 1 et que votre adversaire il relance à 3,
c'est pas une situation très très agréable. C'est pas la catastrophe et c'est pas une main avec laquelle vous êtes très très content de partir à tapis, surtout contre des adversaires qui, quand ils relancent, ont quand même une range plutôt forte. Vous n'êtes pas content de fold avec votre tirage qui a beaucoup de possibilités, beaucoup d'équité. Vous n'êtes pas très content de call et de call 3 blindes, ça va faire un pot à 8 blindes vu qu'il y a déjà 2 blindes au flop et il vous restera quoi 6 blindes derrière. Donc c'est une situation où vous serez pas du tout à l'aise à la turn, alors que la plupart du temps, il y a pas grand-chose qui va vous aider à la turn. Et donc globalement, dans des situations où vous avez une main, vous avez quelque chose, mais vous n'êtes vraiment pas content si vous faites raise, c'est souvent des situations avec lesquelles un check back est en fait préférable. Je pense que les joueurs récréatifs vont avoir tendance à un peu trop s'ébêter leur draw. Ici, bon, les draws, c'est que valet 6, c'est que des gutshots, des tirages 15, il n'y a pas de tirage couleur. Même quand il y a des tirages couleurs sur le board, le constat, je pense, est le même. Là, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous dire, les joueurs récréatifs, je pense qu'ils vont trop s'aider de ça, ils vont trop s'aider de ça, trop s'aider de ça. Et pourtant, au départ, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, je pense que les joueurs récréatifs, ils s'aident pas assez. Bah ouais, parce que je pense que c'est ici que se joue leur manque de fréquence sur les CBET R. Ici, on peut voir que là, il y a marqué No Made Hand, donc quelque chose qui a rien, qui est misé à peu près à 50%, mais n'oubliez pas que dans les riens, il y a des hauteurs As et des hauteurs Roi. Vous pouvez regarder ici, hauteur As, ça représente 7,5% de la range, hauteur Roi, 8,5%. Donc voilà, ces deux-là, ça fait 16% de la range, c'est quand même pas mal. Et ça, ce sont principalement des checks. Et donc au final, si on considère vraiment les mains qui sont très très faibles, on peut essayer de regarder un peu les différents combos ici, mais voilà, sur un valet 6-3, c'est quoi les mains faibles? Ça va être un 7 et 2, par exemple. Et si on regarde 7 et 2, bah, c'est complètement misé. Ça va être quoi? Ça va être du 10 et 2 off, par exemple. Si on regarde 10 et 2 off, c'est moitié-moitié, un peu plus, j'ai l'impression, 60% de mise. Et tout ce type de main, et globalement, si vous, voilà, si vous regardez un petit peu, il n'y a pas beaucoup de mains R totales qui sont jamais misées. Les 3X, ça fait une paire. Donc parmi les 2X, on peut noter qu'entre 6 et 3, il y a des gutshots, etc. Bah, celles-ci, au final, sont pas mal check back. Que les plus faibles des 2X, c'est les 2X un peu middle, bah, en fait, ils sont beaucoup misés. Et ensuite, il y a des dames 2, valet 2 qui, au final, ont un peu de showdown value. Parmi les 4X, de la même manière, les mains les plus faibles, au final, les 8 et 4, ce genre de mains, sont finalement plutôt misées et plutôt bluffées. Et je pense que là, les joueurs récréatifs vont énormément rater des spots de bluff avec un 8. Voilà, là on voit que c'est quasiment un 8 et 4 off, c'est quasiment 100% misé par la GTO. Je pense qu'un joueur récréatif ne va pas 100% miser ses 8 et 4 off. Et ça, potentiellement, étant donné que sur un board aussi dry que ça, finalement, on n'a souvent pas grand-chose. C'est là où va un gros problème de fréquence. Ok, passons à la grosse blinde. Comment doit jouer la grosse blinde d'un point de vue GTO face à un bet une blinde? On peut donc voir qu'il y a 43,7% de fold. Il y a environ 40%, une quarantaine de pourcents de call et 13% de raise. 13% de raise, c'est beaucoup. Et clairement, si ici, en termes de fréquence pure, je pense que les fiches, les joueurs récréatifs vont avoir tendance à un peu trop fold. Ils vont clairement fold plus que 44% de leur range ici. Et ils vont également avoir tendance à passer check raise. Je pense qu'ici, des joueurs récréatifs vont tourner aux alentours de 5-6% de check raise. Donc, ils devraient check raise 2 fois plus que ça. Ok, on peut également noter que quand ils check raise, il y a moyen que ce soit des check raise un peu de bourrin, en mode je vais finir le coup tout de suite.
On peut voir ici que parmi les deux sizing, au final, le gros sizing est très peu utilisé, et que c'est plutôt des petits sizing qui sont utilisés. Ok, donc on peut regarder un petit peu plus en détail. Comment on joue la GTO sur Valet 6-3, donc face à un C-bet, avec un 3x, bon, évidemment ça call. Avec un hauteur roi, bah, on peut voir que principalement ça call quand même. Un hauteur dame également. Les valets ça fait des paires, donc les hauteurs 10 évidemment, hauteur 10, hauteur 9, hauteur 8 sont énormément foldés parce que ça va être les mains les plus faibles. Et dès qu'on baisse un peu, bah, on va avoir des gutshots, on va avoir des trucs, donc forcément ça va fold et soit on call, mais on a également pas mal de raise. Une autre chose à regarder, comment vont être joués du coup les top pairs. On peut regarder que les top pairs sont pas mal check raise. On a à peu près 60%, je dirais, peut-être 55-60% ici si on regarde comment sont joués les top pairs qui sont en raise, et notamment les meilleurs top pairs sont plutôt check raisés, et juste les plus faibles peuvent être éventuellement check call. Celles qui ont un backdoor straight draw, on peut voir une petite préférence aussi, enfin pas une préférence, mais un petit avantage à check raise. Ok, du coup, quand on a une top pair, on check raise, de logique. On peut noter que quand on a mieux qu'une top pair, deux paires, comme un valet 6 ou un valet 3, il est conseillé ici de plutôt check call. On bloque énormément la range qu'on voudrait value et on a peur de pas grand chose, donc on peut slow play, ce qui me paraît plutôt cohérent. Ok, du coup on a toutes ces top pairs en check raise, mais on peut voir qu'en fait il y a plein d'autres check raise. Et donc quels sont ces autres check raise? Si on regarde ici un peu, on a des check raise du coup avec des good shots. On a des check raise avec des open-ended straight draw. Et on a quelques check raise avec d'autres mains. Quelles autres mains ça va être? Avec 9 et 8 suités par exemple, ou 9 et 7 suités. Ça va être des check raise qui vont être vraiment jamais faits par le field. Pourquoi est-ce que ces mains sont check raise? Bah, ce sont des mains qui ont des backdoor flush draw. Donc le 9-8 suité ici, c'est les 9-8. C'est tous ceux qu'on peut voir qu'il y a à peu près 75% qui sont joués, tout simplement parce que c'est les trois couleurs, les 9-8 de pique, 9-8 de carreau, 9-8 de trèfle qui sont check raise. Et évidemment, les 9-8 de cœur est complètement fold. On a un joli backdoor flush draw. On a également des backdoor straight draw avec le valet et avec le 6. Si un 7, si un 10, si une dame vient, ça fait des outs de straight draw. Et on a également deux cartes qui sont des over à la deuxième et troisième paire. Donc si un 8 ou un 9 vient à la turn, ça reste une main plutôt OK. Donc ces données-là, backdoor flush draw, backdoor straight draw, out de seconde paire, etc., ça fait que ces mains-là sont un peu trop fortes pour être foldées, mais c'est pas des mains qui sont agréables à check-coller, donc ça va être plus intéressant de les passer en bluff. Également, des mains du style 5 et 2 off, 4 et 2 off sont vraiment très faibles, et ça peut être intéressant de les passer en bluff plutôt que de check-call avec des hauteurs 5. On peut également noter qu'il y a quelques 3x qui sont check raise, mais ça c'est un peu marginal. Et sinon, ouais, on a à peu près tout. Ok. Du coup, comment il va jouer? Donc, comme on l'a dit, je pense vraiment qu'il va y avoir trop de fold et notamment pas assez de check raise. Et c'est surtout les check raise bluff qui vont manquer au field. Ils vont assez rarement check raise des gut shots. Ils vont plutôt call pour essayer d'aller toucher leur carte à la turn. Ils vont être plutôt calling station. Ils vont pas du tout jouer de manière agressive. Ils vont pas du tout aussi le faire avec des mains avec des backdoor straight draw. On a cité 9 et 8, on peut aussi citer des mains comme la Dame 6, parce que Dame 6 c'est seconde paire. Est-ce qu'il y a des TX? Ouais, bon, quelques TX, mais il n'y en a pas beaucoup ici. Ok. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, comment est-ce qu'on va pouvoir exploiter ces erreurs? Donc on a parlé d'erreurs qui sont à la fois au flop et à la turn. Si on se place déjà par rapport, alors on va faire dans le sens, si on se place quand on est en small blind
Étant donné que là, on vient de voir comment jouent les joueurs créatifs en big blind, notamment qu'ils n'ont vraiment pas assez de check raise, comment est-ce que nous, on peut exploiter ça? Et la réponse est très très simple ici. Comment exploiter un joueur qui ne check raise pas assez? Et ben, ça vous donne une opportunité de bet énormément sans être puni. On peut voir ici que la GTO vous proposait de c-bet uniquement à 48%. Je pense que contre le field, il faut bet beaucoup plus que ça. Et par exemple, bon, voilà, on avait dit que des 10 et 2 off, par exemple, on pouvait un petit peu laisser bet, voilà, 60%, 100% pour moi. Et tous les R, là, il faut tous les bet 100%, tout simplement parce que l'adversaire, il fold de trop, il check raise pas assez. Et ça, ce sont deux erreurs qui vous permettent de bluffer. Et c'est hyper intéressant d'avoir des petits bluffs comme ça. Souvent, je peux entendre parfois, on me dit oui, mais les adversaires, ils sont calling station, est-ce qu'il ne faut pas réduire les bluffs? Oui, potentiellement, c'est vrai qu'il faut réduire les gros bluffs quand un adversaire calling station, il vous paye une fois, il vous paye deux fois, il vous paye trois fois. Bah, il y a moyen qu'il vous paye quatrième fois sur la river. Bah ouais, parce que vous avez vu qu'il ne voulait pas lâcher. Mais en fait, si l'adversaire, vous êtes dans un polympé, qu'il a check sa grosse blinde et que vous avez un c-bet à faire, bah, l'adversaire, il n'a pas l'impression d'avoir trop mis d'argent. Et c'est pas sur ce genre de spot, dans des petits pots, qui vont être énormément calling station. Au contraire, en fait, ils vont être un peu trop weak. Et donc, c'est les bluffs, il faut les faire contre les joueurs créatifs. Mais il faut trouver, en fait, plein de petits bluffs dans des petits pots. Et c'est en volant tout plein de petits pots, en étant agressif, c'est comme ça que en fait, vous allez monter votre CEV. Et donc ici, clairement, exploit à faire, c'est augmenter les C-bets, notamment les C-bets avec R. Comment, comment est-ce qu'on va exploiter les erreurs du field, les erreurs de C-bet du field quand vous vous placez en grosse blinde? Alors, on a dit qu'ils vont C-bet pas assez de R, pas assez de bluff. Et par contre, ils vont un peu trop c-bet des mains du style deuxième paire, troisième paire, retour roi. Donc comment est-ce que vous allez vous adapter par rapport à ça? Ben, moi, je pense que c'est OK de fold un poil plus et de réduire cette check raise en bluff. Pourquoi est-ce qu'on a envie de réduire cette check raise en bluff contre un joueur récréatif typique? Parce que s'il ne c-bet pas assez R et qu'il c-bet un peu trop deuxième et troisième paire, qu'il ne va pas lâcher contre un check raise, bah, ça a beaucoup moins d'intérêt d'aller check raise en bluff contre ce type de joueur. Et en fait, on peut jouer de manière plutôt abaissée. S'ils bet, on peut leur donner un peu plus de crédit parce que bah, en fait, leur range, leur composition de range est pas bonne et ils vont pas avoir assez de bluff. Et ça nous arrange en fait, euh, ça nous arrange énormément. Là où pour moi, le plus gros exploit, donc au final, pas un énorme exploit ici à faire, à part d'être un petit peu plus tight. Mais en fait, il y a un exploit encore plus gros à faire qui est à la turn. Et quel est cet exploit? C'est quand l'adversaire est check back. On a dit que les joueurs créatifs, ils vont pas assez c-bet des R et un peu trop c-bet des deuxième paires, des troisième paires, etc., des hauteurs rois, des hauteurs as, qui devraient check back. Et du coup, quand ils check back, ils ont quoi? S'ils ont plus ces deuxième paires, ces troisième paires, etc., bon, en fait, leur range devient. Et qu'en plus, ils n'ont pas assez c-bet R. Leur range devient très très faible. Et du coup, pour moi, les exploits qui sont plutôt à faire à la turn. Ce qui me fait une belle transition pour étudier les leaks à la turn. Je vous propose de continuer sur ce spot et donc d'imaginer ici que sur ce valet 6-3, on a bet, l'adversaire a call et on a une turn 10, l'adversaire check hors de position et on a une opportunité du coup en small blind de faire un deuxième barrel. Comment, comment joue ici la GTO? La GTO joue avec environ 60% de bêtes. Donc on a un pot où il y a 4 blindes au pot, c'est un pot limpé, donc il y avait une chacun de pré-flop, plus on a misé une blinde au flop qui était payé. Il y a donc 4 blindes au pot et on a tous les deux 8 blindes derrière. Il est conseillé ici par la GTO, c'est d'avoir environ 60% de bêtes et principalement des bêtes soit à mi-pot, soit à 3 quarts. 3 quarts. Ok.
comment vont jouer le flip par rapport à ça? Je pense qu'ils vont avoir pas assez d'agressivité, qu'ils vont utiliser des sizings pas très adaptés. Euh, on peut par exemple noter que ici, des sizings très chers vont être utilisés avec des overpairs et des top pairs. Ici, on peut regarder que les overpairs, les top pairs, principalement au final, c'est du 3/4 pot, un petit peu de mi-pot. Ok. On peut regarder ici que sur les secondes paires, il y a à peu près 50% qui est check par la GTO. Je, je trouve que c'est pas mal quand même de bet avec la seconde paire. Donc la seconde paire, c'est un 10 qui vient à la turn. Et je pense que les joueurs récréatifs vont avoir tendance, s'ils ont bluffé à la turn avec un hauteur 10 et qu'ils touchent à la turn, ils peuvent avoir tendance à, comment dire, à ralentir un petit peu, à se dire ah ça y est, j'ai touché mon 10, mais j'ai peur du valet, etc. Et donc, est-ce qu'ils bettent 50% de leur seconde paire à la turn? Je suis pas sûr qu'ils. En fait, c'est même pas bet, c'est le deuxième barrel, quoi. Et autant au flop, on a dit que je pense qu'ils vont un peu trop bet des secondes et troisième paires, autant à la turn, je pense que là, ils vont. Ce type de turn, typiquement, ce type de board, ici, ils vont pas être assez agressifs. Euh, Ok. Ma diapo n'est pas super bien faite. Là, voilà, c'est pas vraiment les leaks ici que je mets. Voilà, on note comment est jouée la GTO. Mais clairement, les leaks vont être différents de ça. Donc la GTO va avoir beaucoup de bêtes avec seconde paire. La GTO va avoir pas mal de bluffs et assez peu de give-up. Donc on peut noter ici, par exemple, je ne sais pas, sur Valet 6, 3, 10, on avait dit tout à l'heure des mains comme 8 et 4 off, qui sont des mains très faibles. Bah, ici, comment c'est joué? 8 et 4, 9 et 4, 9 et 5, 8 et 5, 10 et, ah non, 10 et 5, ça fait une paire. Énormément de bêtes au final. On avait parlé de 10 et 2 off tout à l'heure aussi, mais 10 et 2 off, ça fait une paire, donc ça compte plus. Mais regardez les R complets, et vraiment les mains les plus faibles, bah, au final, elles sont vraiment beaucoup bêtes. Et ça, je pense que clairement, les joueurs créatifs vont vraiment pas assez bluff sur ce genre de spot. Il y a assez peu de give-up. Regardez quelles sont les mains au final qui check. Alors, on a Roi 3 off, Dame 3 off. C'est une paire. On n'est pas en train d'abandonner, c'est juste on ralentit, on a une paire. 6, 5, 6, 4, 7, 5. Ce genre de main. 6, 5, c'est aussi une paire. 7 et 5, c'est une gutshot. Donc, il y a un petit truc. Euh, Au final, il n'y a pas vraiment d'abandon complet. Les mains qui check, on peut voir éventuellement un 9 et 8, mais non, 9 et 8, c'est tirage quinte avec valet 10. Les mains les plus faibles, au final, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit, du 8 et 4, du 9 et 4. En fait, elles sont misées. Et les checks, c'est plutôt des mains qui ont un petit peu de showdown value, avec des hauteurs as, par exemple, ou alors qui ont de l'équité avec des gutshots, etc., qui n'ont pas envie de se faire raise et qui probablement vont faire un bluff à l'arrivée. Et clairement, ici, les joueurs récréatifs vont énormément manquer ils vont énormément manquer de bluff. Ok. Deuxième spot que je vous propose. Donc, on garde cette idée de valet 6-3 avec un 10. Mais cette fois-ci, on se pose dans la situation où il y a deux checks au flop. Donc, au final, le mec qui est en SB, qui est en position, a choisi de ne pas bet. Il y a une turn à 10. Comment joue la GTO dans ce spot-là? Eh bien, dans ce spot, on peut voir qu'on a énormément de bêtes au final, 25% de bêtes. Mais par contre, quand on bet, donc ça s'appelle un prop bet, hein, c'est le joueur. Ici, on se place à la place du joueur en grosse blinde. Je récapitule la situation si vous n'êtes pas sûr d'avoir suivi. On est sur valet 6-3 P, ça check. Et le joueur vient un 10 au joueur de grosse blinde de décider s'il veut prendre le lead ou pas, s'il fait un prop bet ou pas. Et ici, on peut voir donc qu'il y a 25% à peu près de bêtes, et c'est principalement des gros bêtes. Quel est le sizing utilisé
principalement, c'est un bet à 3, alors que je vous rappelle, il n'y a que 2 blindes au flop, puisqu'il y a simplement les blindes de pré-flop. Donc au final, c'est un overbet à 150% du pot qui est choisi. Donc ici, voilà, le sizing préférentiel, c'est un overbet, et on peut voir que quelles sont les mains qui sont overbet. On va avoir des top pairs, normalement, un peu de paires, donc voilà, des mains très fortes. Mais quelles autres mains, il va y avoir aussi d'autres mains qui vont être utilisées avec ce sizing-là. Et ça va être des gut shots, des open-ended straight draw, des flush draw, des airs. En gros, voilà, des gros bluffs. Et donc, on peut remarquer aussi que tout ce qui est à partir de hauteur roi jusqu'à seconde paire, c'est 100% de checké, troisième paire, 100% de checké, bottom pair, 100% de checké, hauteur roi, 100% de checké. Donc, on a fait des gros sizing en value et on fait également des gros sizing en bluff. Comment on va jouer le field par rapport à ça? En comparaison à cette stratégie, clairement, le field ne va pas du tout utiliser ces gros sizing de prop bet à la turn. Bon, alors là, on a pris, j'ai vraiment choisi ici dans cette vidéo de prendre des cas spécifiques, et ça ne veut pas dire que sur toutes les turns, c'est comme ça. On pourrait étudier des centaines et des centaines de turns, mais ici, le spot fait que ça favorise un gros sizing, et où on va donc voir typiquement des erreurs des adversaires qui ici vont vraiment jamais utiliser d'overbet. Donc ils vont faire mauvais sizing à la fois avec leur value, ils vont pas utiliser d'overbet avec leur value, mais ils vont certainement pas faire des overbets avec des R. Donc c'est quoi les R ici? On peut voir, je sais pas, voilà, 8 et 7, 8 et 7 off, un 9 et 8, ce genre de main, un 5 et 2 off qui est 5 et 2 off qui est ici overbet à la turn. Ça va vraiment être jamais utilisé. On peut aussi des dames 8 ou des dames 9. Jamais utilisé par le field. Quelle autre erreur ils vont faire? Ils vont également trop bet avec ces mains-là. Ils vont avoir une seconde paire. Donc ici, la seconde paire, c'est le 10x. Ils vont avoir un 10x, même des troisièmes paires, des 6x, etc. Ils vont faire un petit bet, des petits sizing. Au final, on voit que les petits sizing sont vraiment quasiment jamais utilisés ici dans ce spot. Comment, donc en fonction de ces deux spots qu'on a vus à la turn, est-ce qu'on va exploiter les adversaires? Donc ici, on voit une stratégie. Donc je reviens sur ma première diapo pour parler des exploits. Si jamais ici on se retrouvait en grosse blinde face à un deuxième barrel, et bien je pense que contre le field, on peut être beaucoup plus, on peut être pas mal, pas mal plus tight, parce qu'en fait ils vont pas du tout jouer comme ça, ils vont pas du tout avoir autant de bluff. Il n'y avait quasiment pas de give up, des 8 et 4, etc. Ça allait full bluff. Je pense que le field ne le fait pas du tout, et donc ça c'est plutôt très agréable pour nous. On n'a pas vraiment un énorme exploit à faire, tout simplement en fait être plutôt tight dans cette situation. Les adversaires vont de barrel et plutôt donner du crédit. Ils vont aussi faire des sizing probablement pas assez chers. Donc ça c'est pareil, c'est tant mieux, ça va nous laisser aller chercher les draws, etc. Mais globalement, on peut donner du crédit sur le deuxième barrel des joueurs, des adversaires, et on va être très content en fait qu'ils ne mettent pas la pression avec plein de bluffs. Et on sait que globalement, voilà, quand c'est deux barrels chers par exemple, on sait qu'en fait ils ont quasiment que des top pairs, ils vont pas réussir à avoir un peu la connaissance et la compréhension de jeu suffisante pour se dire ah mais ici en fait un 9 et 5 ou un 8 et 4 je peux mettre une grosse pression. Et pourquoi est-ce qu'il peut mettre une grosse pression? Parce qu'en fait il se trouve que le 10 c'est une très mauvaise carte pour le joueur qui est en grosse blinde. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise carte pour le joueur en grosse blinde? Je reviens vite fait en arrière pour vous expliquer ça. Et rappelez-vous en grosse blinde comment est-ce qu'on jouait, et rappelez-vous qu'est-ce qu'on foldait sur valet 6-3. Face à ces bêtes, qu'est-ce qu'on fold valet 6-3? C'est principalement en fait des 10x, des 9x, des 8x. Et du coup, quand vient un 10 à la turn, c'est une carte qu'on n'a pas beaucoup de notre range en BB. Donc c'est une carte en SB qu'il faut énormément bluffer.
le fil ne va pas le faire, tant mieux. Deuxième spot, donc le spot où ça check. Bah, ici, c'est un peu pareil, hein. Au final, ils vont vraiment juste pas assez bluff, donc on est très content. Face à un gros sizing, on va pouvoir être beaucoup plus tight. On sait qu'ils ont plutôt des grosses mains. Et ils vont un peu trop bête avec des paires un peu trop faibles. Et donc, ça, c'est pas non plus trop grave pour nous au final. Des situations où en fait les joueurs n'ont pas assez de bluff, c'est vraiment des situations idéales et c'est assez facile en fait à exploiter parce que bah le joueur vous annonce ce qu'il a en fait. Quand il a quelque chose, il bête, quand il n'a pas grand chose, il ne bête pas. C'est assez facile et donc là-dessus, euh, il suffit en fait avec l'expérience de comprendre un peu que bah, est-ce que votre main est suffisamment forte pour défendre contre un bet ou ce genre de choses et vous allez vite un peu avoir une idée de quelle est la force de la main des adversaires quand ils bettent parce qu'en fonction de leur siding en fait ils sont très face. Ok, je vous propose du coup on va s'arrêter là et on verra dans la dernière vidéo de, de cette série des leaks à la river et des exemples de mains contre des joueurs créatifs pour appliquer un peu tous les concepts qu'on a vus. Allez, à la prochaine, ciao.